Très bien, alors déjà bonjour et merci à tous d'être venus et merci à Jean-Claude Milner pour avoir accepté de venir nous parler. Alors je ne vais pas revenir sur l'intégralité de votre biographie, de votre œuvre, tant il y aurait de choses à dire, mais Jean-Claude Milner, vous êtes philosophe et linguiste. Pour citer quelques-uns de vos titres, vous êtes normalien, agrégé de grammaire et ancien président du Collège international de philosophie de 1898 à 2001. Vous êtes un des membres pionniers de l'Institut d'études lévinassiennes, fondé par Béni Lévy, où vous êtes intervenu à l'occasion de nombreuses reprises et où vous intervenez encore aujourd'hui, cette année à deux dates, le 26 mars et le 9 avril. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, traduits en plusieurs langues, parmi lesquels on peut citer Les noms indistincts, Constat, L'archéologie d'un échec, Pour une politique des êtres parlants, Relire la Révolution, le triptyque Les penchants criminels de l'Europe démocratique, Le juif de savoir, L'arrogance du présent, et les deux derniers Relief d'un banquet et Parler sans détour, Lettres sur Israël et la Palestine d'Anouch Ganjipour. Avec Anouch Ganjipour, pardon. Alors, votre œuvre est marquée par une formation de linguiste auprès de Noam Chomsky aux États-Unis, par l'influence du séminaire de Lacan à l'ENS et par votre engagement dans l'organisation maoïste La Gauche prolétarienne, qui était également dirigée par Béni Lévy. Tout cela sert de point de départ à une réflexion sur le non-juif, sur l'antisémitisme, sur l'Europe et l'Occident, sur la guerre et la paix, sur la révolution, la figure de l'intellectuel, celle du savant, ainsi que, et c'est ce qui sera aujourd'hui le sujet de votre intervention, sur la vision politique du monde. Si votre parcours de vie et votre évolution intellectuelle a emprunté des voies différentes à celles choisies par Béni Lévy, lui ayant choisi d'écouter les voix du Sinaï à Jérusalem, vous ayant favorisé un athéisme matérialiste revendiqué en France, il s'est construit entre vous deux une interlocution pendant de nombreuses années, que vous décrivez de la façon suivante, je cite, « Je lui apprenais ce que je ne savais pas, il m'apprenait ce qu'un autre que lui savait en lui. » On retrouve ainsi un intérêt commun pour la place du juif en Europe, pour la question de l'engagement politique, cet intérêt pour ce que vous appelez, dès 1983, dans Les Noms indistincts, la vision politique du monde. Je cite Les Noms indistincts. Des sujets qui se réclament de la vision politique du monde, on peut donc dire qu'ils réclament un maître. Mais qu'ils le trouvent ou pas, il faut ajouter que cette demande même n'est jamais que le relais pénultième du ratage. Ce concept de vision politique du monde, on le retrouve dans le sous-titre du meurtre du pasteur. Béni Lévy interprète cette notion à sa propre manière. Dans un entretien au sujet du meurtre qu'on retrouve dans le recueil La confusion des temps, il dit « Ce qu'est la vision politique du monde, c'est tout simplement la proposition, tout est politique qu'il exprime. Le tout lui-même renvoie à l'absolu. Alors disons que la vision politique du monde, c'est la confiscation de l'absolu dans la configuration qui est précisément l'objet du politique. » L'enjeu chez Béni Lévy part d'une impasse de la vision politique du monde, celle rencontrée 20 ans auparavant, après l'expérience de la gauche prolétarienne et après l'échec de la Révolution. Après s'être complètement donné, après avoir failli se perdre, comme il le dit lui-même, impossible de sortir indemne de cette vision politique du monde. Dans sa critique de la vision politique du monde, Béni Lévy part d'un soupçon qui le traversa de longues années durant. L'idée que sous les pavés de la politique, il y a la plage de la théologie. Idée que vous paraphrasez dans un article dans Le Monde en « Sous les pavés de la laïcité, il y a la plage de la christologie ». Cette notion, qui a traversé toute votre œuvre, comment la penser, l'appliquer, ou bien la retravailler, la renouveler, ou renouveler des points de son contenu, à l'aune des enjeux et des problématiques d'aujourd'hui. Après le 7 octobre, avec la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine, les révoltes en Iran, la place et l'image des États-Unis depuis le deuxième mandat de Trump, et l'explosion de l'antisémitisme dans le monde, quelle place aujourd'hui tiendrait cette vision politique du monde? Quel doute formuler? Jean-Claude Milner, je vous laisse la parole. Pour
désigner l'activité politique, Benny Lévy parle le plus souvent du politique au masculin plutôt que de l'art politique. Il emploie les deux termes. Dans son livre, on trouve au début du premier chapitre, et sous les pavés de la politique se cachait la plage de la théologie, phrase qui a été citée, la tâche de la pensée chassait le crypto. Le politique est crypto-théologique. Donc, début de la phrase la politique, fin du développement le politique. De même, au début du chapitre 2, intitulé L'engagement politique, y a-t-il une nécessité du politique? Le fait est, deux points, on se jette dans la politique. Je crois comprendre le principe de la distinction. La politique, selon Benny Lévy, convoque un sujet. Et à ce moment de convocation, il élève la politique au rang de nécessité absolue. Le politique se détache de toute convocation à l'adresse d'un sujet singulier et l'on peut mettre en question sa nécessité. Quand il écrit la politique, Benny Lévy fait allusion à sa propre expérience. Il s'est jeté dans la politique. Quand il écrit le politique, il éclaire la singularité de son cas, mais à la lumière d'une idée qui est l'idée, pourrait-on dire platonicienne ou platonisante, l'idée platonisante du politique. Ma position n'est pas la même. Quand j'ai été un militant, ce n'est pas la politique qui m'avait convoqué. Une autre illusion, qui n'est pas moins crypto-théologique, mais qui l'est différemment, l'illusion du moment historique. Prendre part à ce moment, tel fut mon désir. La politique est venue, mais dans un second temps, et jamais elle ne m'a saisi corps et âme. C'est pourquoi je ne reprends pas la distinction entre le politique et la politique. De plus, même si je comprends les raisons d'utiliser la forme le politique, je considère qu'elle a un défaut. Elle peut faire croire qu'elle désigne une entité suprasensible, autosuffisante, existant pour et par elle-même, indépendamment d'une activité terrestre qui serait la politique. En conséquence, je parlerai de la politique, même quand je commenterai directement le meurtre du pasteur, en substituant dans mes références, le cas échéant, la politique à la forme masculine employée par Benny Lévy. Je prends un exemple. À la page 20, Benny Lévy déclare qu'il n'est pas affecté par Hannah Arendt, qui tient le politique pour un donné. Je crois qu'en vérité, il est plus juste de dire que Hannah Arendt tient la politique pour un donné. De là vient un doute sur la vision politique du monde, en adoptant une position différente à l'égard du ou de la politique. Est-ce qu'une différence radicale a été introduite en ce qui concerne la vision politique du monde? La question du donné, de ce qui est considéré comme donné,
se pose. Pour pouvoir refuser de tenir la politique pour un donné, Benny Lévy est-il amené à accepter, de son côté, quelques données? La réponse est claire, elle se lit dès le début. Je m'appuie sur le meurtre du pasteur. Le premier donné est grec. Il s'agit non seulement de la cité, la police, source du mot politique, mais il s'agit aussi de ce qui précède la cité et qui devra se transformer pour que la cité advienne, la parole archaïque dont Benny Lévy donne comme exemple Homère et Hésiode. Le second donné est romain. C'est une conjonction de la potestas romaine, déjà présente dans la République et dans l'Empire païen, dans la République romaine et dans l'Empire païen, conjonction de cette potestas et du christianisme qui se souvient encore que le Christ et ses apôtres étaient juifs. Benny Lévy parle même de judéo-christianisme. Réduire le surplus juif au sein du christianisme, amaigrir la potestas romaine, tel sera l'effort qui finira par donner naissance à la modernité politique, universaliste, laïque et démocratique. En se référant à la Grèce et à Rome, Benny Lévy peut s'appuyer sur le consensus des lettrés, mais il peut aussi s'appuyer sur l'étude juive. Rachi commente la sagesse grecque et la lie étroitement à la politique. Sur Rome, on peut citer la langue midrashique et le nom d'Édom qui reviendra à la fin du meurtre du pasteur. Je voudrais souligner la violence du développement sur Rome. Le développement sur le moment grec ne fait pas violence à la Grèce. Mais le développement sur Rome fait violence. Si on pratique ce que j'appelle les grands doctrinaires de la politique, et notamment les modernes, je pense à Léo Strauss ou à Hannah Arendt, on ne peut pas dire qu'ils aient passé sous silence l'émergence du non-juif dans la philosophie politique. On peut même admettre qu'ils l'ont étudié de près. Mais dans leur approche, l'axe central, c'est la politique. Le non-juif, on peut dire insinue, mais s'y insère de façon occasionnelle, liée à des circonstances. Pour eux, rien dans la politique, telle qu'ils la conçoivent, non comme un donné, rien dans la politique ne prédispose la politique à se préoccuper du non-juif. Il peut arriver que le non-juif s'impose à son attention, mais d'elle-même, rien de ce qui lui est essentiel ne l'y pousse. Benny Lévy renverse la relation.
Selon lui, le non-juif forme l'axe central et constant de la politique. C'est ce que dit le moment romain. Dès que Rome, devenue empire chrétien, injecte dans la sagesse politique grecque et dans la potestas un surplus à la fois inévitable et voué à être réduit, le non-juif devient un fardeau dont la politique doit s'affranchir. Même si le terme n'apparaît pas dans le meurtre du pasteur, on pourrait parler d'un double bind chrétien d'évaluer le non-juif tout en continuant de s'autoriser de l'héritage biblique. On pourrait ici entrer dans plus de détails, opposer la solution protestante qui va devenir la solution de l'Occident tout entier et la solution française qui va devenir la solution provinciale de la sous-préfecture où nous vivons les uns et les autres. En tout cas, la politique telle que les Occidentaux la conçoivent, et la question se pose, y a-t-il d'autres conceptions de la politique que la conception occidentale? Pour les Occidentaux, la politique ne peut que lutter perpétuellement contre le non-juif. Réciproquement, le non-juif ne peut que s'interroger: est-il important pour le non-juif d'amener la politique à cesser de le traiter en adversaire, ou au contraire, doit-il se tenir à l'écart de cette lutte où il risque de se perdre lui-même? Je pose la question, Benny Lévy la posait, moi je le suppose, puisqu'il y répond. On comprend, à partir de là, l'importance que prend Platon. Pourquoi pratiquement la moitié du meurtre du pasteur est un commentaire de Platon. Commentaire extraordinairement minutieux et parfois, une fois que le commentaire est terminé, avec des retours et des reprises, toujours à des moments décisifs. L'importance de Platon tient au fait que le non-juif n'existe pas pour lui, alors que le non-égyptien, par exemple, existait. Mais, par ailleurs, il aborde la politique, l'aborde en profondeur. Ce qui veut dire que Platon est parmi ce que j'appelle les grands doctrinaires de la politique, le seul pour qui le non-juif ne l'oblige pas à engager une lutte contre le surplus. Antérieur au moment romain, il n'a jamais à en assumer la charge. Il y a plus, Platon est capable de concevoir, bien qu'il soit grec, est capable de concevoir un monde
où la politique n'existerait pas. C'est le mythe qui lui permet de développer cette possibilité. C'est au cœur du dialogue qui s'intitule précisément le politique, mais le politique désignant l'homme politique, non pas l'idée de la politique, mais l'homme qui se livre à la politique. Le mythe oppose le monde de Cronos, dont le maître, Cronos, est capable de s'occuper de tous et de chacun, comme le pasteur fait de son troupeau. Mais, dit Platon, nous vivons dans le règne de Zeus, où les humains doivent s'occuper d'eux-mêmes, parce que Zeus n'a pas le pouvoir d'assumer cette tâche. Surgit alors le thème du Dieu impuissant, thème décisif pour la politique et dont la modernité s'emparera et dont elle fera son noyau essentiel. Le donné grec et le donné romain ne soulèvent aucun problème. Tout le monde les admet. L'originalité de Benny Lévy réside dans le traitement qu'il en propose. Le renversement qu'il fait subir à la relation entre la politique et le non-juif, son mode de lecture de Platon, sa référence aux néoplatoniciens dans cette lecture, tout cela innove, mais à partir d'une hypothèse qu'on retrouve chez tout le monde: la politique vient des Grecs et de l'Empire romain christianisé. Mais il est un autre donné, infiniment moins familier aux doctrinaires de la politique. Il apparaît dès les premières lignes, et puis il quitte la scène assez vite pour revenir en force plus tard. Benny Lévy le concentre en une formule qui va se révéler déterminante: le tout-puissant avec majuscule. Prenons garde à la coprésence du tout et du puissant. Grâce à cette formule, il peut s'autoriser un rappel biographique. C'est au début de l'ordre du pasteur, du premier chapitre. Il pourrait confiner à l'anecdote si ce rappel ne se muait pas aussitôt en récit d'une expérience cruciale. Une phrase avait été placée en exergue des cahiers marxistes-léninistes. Ces cahiers étaient publiés dans ces lieux, en lien avec la cellule communiste. Qui existait alors, peut-être existe-t-elle toujours, en existe-t-il une toujours, je ne sais pas. Ça s'appelait la cellule communiste au sein de la rue d'Ulm. Et les fondateurs des cahiers marxistes-léninistes, se référant à cette époque à Louis Althusser, je peux en parler, je faisais partie de ces fondateurs, avaient choisi une phrase en exergue. Je la cite: « La théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie. » Je laisse de côté la question de savoir si le texte de Lénine en russe dit exactement cela. Les traducteurs ne sont pas d'accord. Enfin, ce n'est pas mon problème.
La phrase est étrange. Lacan l'a d'ailleurs commentée à l'époque contemporaine de ses cahiers marxistes-léninistes. Il faisait son séminaire ici. Il a commenté en se posant la question: quel rapport y a-t-il entre vérité et toute puissance? Pourquoi la toute-puissance serait-elle la preuve de la vérité? Et réciproquement, pourquoi la vérité appellerait-elle la toute-puissance? Béni Lévy n'entre pas dans cette discussion qui est intéressante, importante même. Ce qu'il retient, c'est la conjonction du tout et de la puissance. On découvrira que le même mot, toute puissance, là encore avec une majuscule, va clôturer le livre après que le tout-puissant au masculin en eut marqué le début. Sur le moment, Béni Lévy analyse, mais ne s'attarde pas. Il découvre l'envers, dans cette formule de Marx, il découvre l'envers de la politique tel qu'il s'y était consacré sans réserve, et cet envers est une théologie. Permettez-moi de déplier la thèse. La politique autorisée par Marx prétendait parler du monde moderne dans la langue de la modernité. Or, cette modernité se voulait entièrement séculière et dans la politique, elle se voulait méthodologiquement athée. Et pourtant, soutient Béni Lévy, il suffit d'érafler la surface pour mettre au jour sa nature essentiellement théologique. En effet, la toute-puissance comme concept politique serait inconcevable par les êtres humains s'ils ne pouvaient concevoir quelque être tout-puissant. Un tel être, qu'il existe ou pas, reçoit une représentation qu'on s'accordera à caractériser comme extra-humaine. On se tournera volontiers vers l'Aufhebung hegelienne, qu'elle émerge dans la politique, activité humaine. La toute-puissance supprime et conserve la toute-puissance extra-humaine, mais la modernité ne l'avouera jamais. Un des théorèmes du livre, Le meurtre du pasteur, consiste à poser que le théologique a pour moteur, que le théologique est le moteur méconnu de la politique. Que la politique vise à construire, à partir de matériaux humains, une représentation qui fonctionnera comme, je souligne comme, un être divin serait supposé fonctionner s'il intervenait dans la politique. Or, il n'intervient pas dans la politique. Parce que Platon le démontre, le monde de la politique repose sur la certitude que le Dieu est impuissant à gérer les affaires humaines. Dans la langue du mythe, Chronos, qui prenait soin de chacun, a été remplacé par Zeus, dont l'attention fluctue. On assiste à un retournement dialectique. Dieu donne aux hommes, le Dieu, n'importe quel, donne aux hommes l'idée de la toute-puissance, mais il est impuissant.
Il revient donc aux hommes de se fabriquer eux-mêmes leur propre toute-puissance. Là se dessine le lieu de la politique. Construire une figure humaine qui se substitue au Dieu tout-puissant parce que ce Dieu tout-puissant n'existe pas, cela a un nom que je tire de la tradition juive, cela s'appelle l'idolâtrie. Le lecteur attentif comprend alors que le livre « Le meurtre du pasteur » déterminera les étapes successives où diverses idoles, plusieurs idoles, Hobbes, Spinoza, Rousseau, aboutiront à l'idole finale qui aura pour nom la vision politique du monde. Il faut aller plus loin dans l'analyse. En se donnant la toute-puissance, Béni Lévy se donne le tout. Le tout doit être compris comme une fonction dont les valeurs incluent le tout de la totalité, le tous du collectif, le tout de l'universel, tout homme est mortel. Et Béni Lévy en donne une version géométrique. Elle est d'abord réservée à la démocratie antique, puis il se révélera qu'elle accompagne tous les développements successifs de la politique. Je renvoie à la page 16 et 17, où apparaît, ce n'est pas une métaphore, c'est bien plutôt un paradigme, le paradigme du cercle. Les hommes se mettent en cercle. Tous les hommes en cercle regardent un même point central. Dans ce point central s'étale le butin de la parole. Mais voilà le problème. Le point central ne saurait être point comme les points de la circonférence. Le moderne prétendra ne plus accorder de prestige au centre. Celui-ci est la place de n'importe qui. Et vient alors une citation de Sartre, la phrase finale des mots « Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. » Voyons clair. Sartre, à ce moment, dans cette phrase conclusive des mots, en accordant aux différentes valeurs de la fonction du tout une place récurrente, annonce que les mots sont l'histoire de sa propre vision politique du monde. Ensuite, mais je n'entrerai pas dans le détail, Béni Lévy explique que tout vacille, comprenons que le tout, la fonction du tout, vacille, un homme au centre, l'idéal circulaire est mis en question, car cet idéal exige que tous soient au même point, ce qui s'appelle l'égalité, et nous sommes obligés de dire maintenant tous moins un, puisque le tous, le point central, ne s'aligne pas avec les points de la circonférence. Vous voyez dans quelle proportion la fonction du tout se révèle décisive.
elle prend dans cette ouverture du meurtre du pasteur, elle prend la nécessité d'une figure géométrique qui fait apparaître géométriquement, parce que le point central ne s'aligne pas avec les points de la circonférence, elle fait apparaître géométriquement que la toute-puissance recèle une fêlure au nom du tous. Réduire, tenter de réduire, penser qu'on a réussi à réduire cette fêlure, cela s'atteint par une opération qu'on exerce sur le point central. Ce point central, c'est le point qu'occupera une parole éminente par rapport aux paroles venues des points de la circonférence. Et cette parole éminente sera portée par un homme éminent, un grand homme, pour reprendre le terme de Freud. Ce n'est pas par hasard que je cite Freud. Et la politique ne pourra se poursuivre que si cette parole éminente est réduite au silence, que si l'homme éminent qui la porte est mis à mort. Et c'est cela, le meurtre du pasteur. Le livre se terminera sur Freud, qui est celui, aux yeux de Benny Lévy, qui se débarrasse en quelque sorte des idoles qu'ont construites les différents grands doctrinaires de la politique, avec toute l'intelligence, tout le génie même qu'ils ont pu y mettre. Freud s'en débarrasse et dit tout simplement: tout commence par le meurtre de l'homme éminent, le père. Et il appartiendra à Lacan de montrer que le père, c'est une fonction, et que ça peut être le père biologique ou toute autre figure éminente en ce sens que sa parole ne se confondrait pas, si elle pouvait continuer, avec la parole des points de la circonférence, venus des points de la circonférence. Un nouveau doute m'apparaît à ce moment. Il me semble que Benny Lévy a dû se donner, avant le tout et sa puissance, il a dû se donner quelque chose. Il a dû se donner la multiplicité des êtres parlants. Cette multiplicité doit être antérieure à l'émergence de la politique. Parce qu'en fait, c'est à partir de cette multiplicité
deux chemins vont bifurquer. Celui qui mène à la politique, où les hommes s'occupent d'eux-mêmes parce que Dieu est impuissant, et celui qui part du Sinaï, où Dieu choisit un peuple, fait entendre sa voix à chacun de ses membres, tout en confiant à Moïse la mission d'articuler cette voix en parole. Dans le moment grec, la multiplicité des points précède leur rassemblement en cercle au Sinaï. Les Hébreux délivrés de l'Égypte précèdent le Sinaï et l'ébranlement sonore qui les constituera en peuple choisi. Il faut bien que la multiplicité ait été là avant que ne bifurquent les chemins. Sur elle, Béni Lévy ne se prononce pas. Je ne dis pas qu'il l'exclut, mais il ne se prononce pas. C'est frappant parce que la plupart des grands doctrinaires se sont attachés, on peut même dire se sont épuisés à décrire la première expérience de la multiplicité. Je vous rappelle Rousseau, dans le discours sur l'origine de l'inégalité, commence par un monde où l'isolement est de règle. Et puis arrive la rencontre d'autres êtres humains. Et alors la question commence. Le premier qui dresse une barrière autour de son lieu d'habitation est le véritable fondateur de la société civile. C'est l'origine de la propriété. Mais si vous lisez la critique de la raison dialectique, qui a pour titre « Théorie des ensembles pratiques », théorie des ensembles pratiques, c'est une périphrase pour dire théorie de la politique. La politique, ce n'est rien d'autre qu'une théorie des ensembles pratiques. Dans la critique de la raison dialectique, Sartre commence par la rareté, qui est la loi d'un temps antérieur à tout ensemble pratique. Il n'emploie pas le mot de solitude qu'il laisse à Rousseau. Il parle de rareté. Les hommes sont rares, les biens sont rares, Lévi-Strauss ajouterait les femmes sont rares. Après tout le point de départ des structures élémentaires de la parenté repose sur une hypothèse de cet ordre. Si j'en viens à mon cas personnel, je veux dire ma réflexion personnelle, je m'abstiens de narrer la genèse de la multiplicité. Mais à la différence de Béni Lévy, je la mentionne et je la traite comme une donnée immédiate de la politique. C'est un donné explicite dans la politique des êtres parlants. Alors, pourquoi cette différence entre l'approche de Béni et la mienne? Je dirais que Béni Lévy inverse la succession. Au lieu de passer de la multiplicité donnée immédiate au tout, horizon de la politique, ce qui est ma méthode, il achève le périple
de la vision politique du monde en exposant les secrets de l'empire du rien. La modernité a réduit au silence toute voix qui excéderait l'entrecroisement des voix venues des points de la circonférence, qui ne sont en fait rien d'autre que des injonctions politiques. Elle a donné le monopole de l'impératif légitime au rien qui cerne les domaines du tout. Mais pour y parvenir, elle a travaillé sur le tout. Elle l'a réduit à la pure multiplicité du grand nombre. Autrement dit, au lieu que la multiplicité soit au début, elle est à la fin. C'est la multiplicité du grand nombre qui fait que de toutes les valeurs que de tout peut prendre, l'empire du rien ne retient que le pourcentage statistique. S'il est une caractéristique des êtres parlants, quand ils s'abandonnent à leur propre multiplicité, c'est que nulle voix ne se fait plus entendre. Dans les chapitres finaux du Meurtre du Pasteur, je résumerai la vision politique du monde, telle qu'elle apparaît alors, impose à toute voix de se fondre dans la rumeur. Et cette rumeur ne fait que répéter « tu peux choisir », tout résonne en écho, c'est mon choix. Pourquoi le choix ? Eh bien, curieusement, je reprendrai Heidegger, ce que Heidegger appelle toute puissance de la technique. C'est intéressant que toute puissance apparaisse sous la plume de Heidegger. Toute puissance de la technique. Ce qui est en question, pourquoi la technique est-elle toute puissante ? C'est parce que la technique ne dit rien d'autre que ce qui est techniquement possible. Tout ce qui est techniquement possible ouvre un choix autorisé. Plus la technique se développe, plus les possibilités de choisir se développent. Et si la technique devient toute puissante, alors il n'existe plus que les choix et ce rien que constitue le choix tant qu'on ne l'a pas opéré. La vision politique du monde, selon moi, est premièrement une vision du monde et secondement une vision qui suppose qu'on voit le monde uniquement à partir de la politique. Je la compare à un tableau classique. Il soumet ses représentations à la perspective. Conformément aux règles, il définit un point de fuite unique. Et c'est la politique qui constitue ce point de fuite. Dans l'approche de Benny Lévy, la politique ne saurait s'affranchir de son moment romain. Celui-ci lui assigne, au nom du Christ, la mission d'effacer les Juifs et le non-Juif lui-même afin de mieux s'approprier l'héritage biblique. Le livre « Le meurtre du pasteur » démontre que les grands doctrinaires se sont chacun à sa manière mis à la tâche
après être apparue dans la préface, la vision politique du monde réapparaît à la fin, quand sont abordés les auteurs contemporains, Freud et Lacan en particulier. On quitte donc les grands doctrinaires de la politique pour des auteurs qui se veulent indifférents à la politique. La vision politique du monde ne relève pas de la théoria, mais de la doxa. Elle définit ce qui reste de la philosophie politique dans un temps qui n'y croit plus et qui même ne s'en souvient plus. Plus qu'un tableau, la vision politique du monde passe pour une mise en scène. La pièce a pour titre « Le meurtre du pasteur ». Freud, mieux qu'un autre, a complété l'intrigue et Lacan a tenté de situer le lieu et les modalités du meurtre. Entre le tableau que je propose et la mise en scène de Benny Lévy, y a-t-il incompatibilité? Je ne le crois pas. La place du non-juif dans la vision politique du monde est systémique, selon Benny Lévy. Elle l'est tout autant dans les formes classiques, Hobbes, par exemple, que dans la modernité initiée par Rousseau. Cela tient à la politique elle-même, qui persévère au fil de ses transformations. Pour Benny Lévy, il importe peu qu'aujourd'hui la vision politique du monde ignore les grands doctrinaires et l'en demeure marquée sans le savoir. Dans mon approche, la vision politique du monde appartient à la contemporanéité. Elle a coupé avec Hobbes, Spinoza, Rousseau. Elle ne sait plus rien du moment romain et du double-bind chrétien. D'ailleurs, existe-t-il encore des chrétiens? On constate pourtant que la dénonciation du juif et du non-juif, je veux dire de la nomination juive, surabonde au sein des grands nombres. Elle est récurrente, je dirais même qu'elle est structurante. Tout se passe comme si, amputé de toute mémoire propre, les atomes des grands nombres, au sein des grands nombres, se servaient du non-juif comme prothèse. La haine du non sert de mémoire à ceux qui n'en ont pas. On est alors dans la logique du besoin et de l'ersatz, mais pas dans le systémique. Voilà la différence ultime que je perçois entre la vision de Benny Lévy et la mienne. Je vous remercie de votre attention. Très bien, alors merci beaucoup. Puis maintenant, nous allons passer au temps des questions. Je vais faire passer le micro. Donc, si vous avez des questions, levez la main. Allez, première question. Aaron, tu ouvres le bal. J'ouvre le bal, mais je ne sais pas très bien danser, donc j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui pourront poser des questions après moi. C'est une question qui ne sera pas forcément très, on va dire, précise, mais votre intervention a fait écho à une phrase que j'ai entendue, mais je ne sais plus de qui, peut-être que tant mieux d'ailleurs, qui disait « Tout commence en mystique et finit en politique ».
Peut-être pourrez-vous me dire, hein, je ne sais même pas si c'est d'un bon auteur ou d'un grand philosophe. Mais ma question, en fait, dans le fond, c'est est-ce que la fin, cette espèce de traversée qu'a faite Benny Lévy, qui commençait en fait peut-on dire peut-être aussi en philosophie, ne s'est pas terminée justement en politique puis en religion, parce que ayant commencé en philosophie et dans une forme d'approche rationnelle, cette confrontation, on va dire, en fait ma question c'est dans le fond c'est le lien entre la fin de la philosophie et la fin de la politique. C'est-à-dire que est-ce que ce saut qui a été opéré, parce que alors de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu de Benny Lévy, j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent un saut qui est difficile à travailler et à justifier en rationalité. Il y a comme une sorte de je sais pas, de sentiment, mais de quelque chose d'assez fin, mais que moi je vois en tout cas dans ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a un lien entre la fin de la philosophie, enfin, dont on parle souvent en philosophie même, et le trajet, on va dire, qu'a pu faire Benny Lévy? Est-ce que vous voyez un lien? Comment motiver ce saut? Comment le comprendre? Et est-ce que toute entrée en philosophie et toute entrée en politique n'est pas, on va dire, amenée ou n'est pas, ne termine pas à la fin dans une forme on va dire, d'abandon de soi? Je ne sais pas si j'ai été extrêmement clair, mais en gros, ma question, c'est est-ce que vous pouvez, on va dire, créer un parallèle entre le cheminement de Benny Lévy et son rapport, on va dire, à la philosophie, et en quoi ce rapport à la philosophie est lié à son abandon de la politique? Je ne sais pas si ma question est un peu claire. Si elle ne l'est pas, on peut la clarifier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu, mais là, franchement, je ne voudrais pas m'avancer sur quelque chose qui est propre à un sujet. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu, de la part de Benny Lévy, un rapport, disons, substantiel à la philosophie. Je pense je l'ai toujours connu. D'abord, si je remonte le temps, je l'ai toujours, dans les premières années, connu, saisi par la politique. Et le rapport à la philosophie était un rapport qui était déterminé par le rapport à la politique. Et la politique, à ce moment, dans cette période, la politique n'avait comme forme d'intensité, en quelque sorte, maximale, la révolution. Et par rapport à la révolution, toutes les formes de la politique étaient instrumentalisées relativement à ce but. Alors, c'est toute la question de réfléchir qu'est-ce qu'une politique révolutionnaire. Mais parallèlement, la philosophie était instrumentalisée par rapport à ce travail de réflexion sur la relation entre politique et révolution. Donc, je ne suis pas sûr que la philosophie ait jamais été, ni à la période où la politique saisissait tout entier, ni aux périodes qui ont suivi. Je ne suis pas sûr que la philosophie ait été véritablement
autre chose qu'une très noble servante. Je dis bien noble, il n'y a pas de mépris à l'égard de la philosophie. En tout cas, il suffit, me semble-t-il, que quelqu'un traite Platon comme il a traité, comme Béni Lévy a traité Platon, pour qu'on ne puisse pas dire de lui que la philosophie n'a pas une noblesse. Mais cela reste une servante, soit par rapport à la Révolution, soit par rapport à ce que Béni Lévy appelait le nom, c'est-à-dire le tétragramme, et que moi j'appelle le nom juif, puisque le tétragramme n'a pas de place particulière pour moi. Est-ce que ma réponse... La politique est première. Elle a été première, chronologiquement. Et sociologiquement aussi, finalement, par rapport à la philosophie. Oui. À mon avis, oui, absolument. La politique était peut-être première aussi. Pardon, la philosophie était... la politique était plus difficile que la philosophie, c'est ça que je veux dire. La philosophie, c'était facile comparé à la politique. De la même manière que ça a été l'expérience dont il a parlé. L'étude talmudique s'est révélée extraordinairement difficile par rapport à la philosophie la philosophie où le discours politique qui en comparaison apparaissait extraordinairement facile. Donc c'est une autre manière de construire une hiérarchie. Vous voyez, en termes de... De son et Manhattan, c'est pas aussi... est-ce qu'on peut parler de philosophe juif, pas juste sur Béni Lévy, mais de façon générale? Ça, c'est la question de Lévinas. C'est la question et la réponse. Qui a été un peu le philosophe juif dans les dernières années, parce que ça, avec Béni Lévy, quand ça mate de place, et aussi un séminaire économique sur Béni Lévy, et merci beaucoup à Adam pour l'organisation. La question aussi, c'est du coup, quelle est la place de ce juif philosophe? On ne sait pas très bien de le caser, quelle est... Cette tendance, la philosophie a été servante, et à tous les moments a été servante, en fait. Je pense qu'elle a été servante à tous les moments. Je dirais que si vous prenez par exemple la manière dont Béni Lévy parle de Sartre ou la manière dont il parle de Lévinas, son approche consiste à distinguer en nu des langues. Et chaque langue a ses lois propres. Donc je prends le cas de Lévinas, il peut parler la langue, enfin il lui arrive de parler la langue philosophique, et il lui arrive de parler la langue juive. Et quand Béni Lévy commente Lévinas, il distingue très soigneusement, selon dans le passage qu'il commente, il se pose la question, est-ce que c'est la langue philosophique, c'est-à-dire en fait la langue grecque, ou est-ce que c'est la langue juive? Ce n'est pas la même langue. Dans le cas de Béni Lévy, c'est une question que je n'ai pas eu l'occasion de lui poser et à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Bon, il est clair qu'il a parlé la langue politique, c'est absolument clair. Est-ce que, par exemple, là j'ai relu pour ce séminaire, j'ai relu Le meurtre du pasteur de près,
Est-ce qu'il y a plusieurs langues dans le meurtre du pasteur? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Et, mais comment la définir? Je dirais que c'est une langue qui doit faire place, qui doit en quelque sorte conduire vers la, la, la langue de l'étude juive en passant par des langues qui ignorent tout de l'étude juive. Dans le cas de Platon, par exemple. Comment guider en quelque sorte la lecture de Platon de telle façon que la langue de l'étude juive puisse se faire entendre à un moment donné, en quelque sorte, en aboutissement. Et c'est plus clair avec Platon, mais c'est vrai aussi pour les autres grands doctrinaires. La seule exception, évidemment, c'est Spinoza, et parce que Spinoza, dans cette approche, est quelqu'un qui va cacher ce que dit la langue de l'étude juive. Il y a un masque de Spinoza, selon Benny Lévy. Et je dois dire que j'adhère assez à cette position. Il y avait 2 autres questions, une ici et une ici. Je pense que j'ai la voix. Ah d'accord. Non, désolé, il y avait quelqu'un qui avait levé la main avant. Enfin, est-ce que Raphaël, tu lèves ta place? Ah là là. Donc, non, t'es pour l'enregistrement, donc c'est... Oui. Par rapport à la multiplicité que Béni se donne, cette multiplicité du peuple de l'Exode, donc avant le Sinaï, en quoi ce n'est pas un grand nombre, puisque c'est une multiplicité qui va être totalement différente du point de vue du rapport au centre ou à la toute-puissance. Donc il me semble important de creuser cette différence entre multiplicité et grand nombre. Objectivement, il y a très certainement une différence entre multiplicité et grand nombre. J'en suis tout à fait d'accord. À vrai dire, je ne sais pas. Concernant les Hébreux dans le désert, autant je vois ce qu'il en est après le Sinaï, autant avant, je ne perçois pas, je ne peux pas situer. Je vois une multiplicité par rapport à laquelle quelque chose de l'ordre d'un leadership, d'un guide se présente. Pourquoi je parle du grand nombre dans la modernité? C'est parce que je pense que la multiplicité s'abandonne à son propre grand nombre. Autrement dit, la multiplicité, d'un certain point de vue, au départ, n'a pas forcément conscience, ne se forge pas forcément une représentation d'elle-même
elle éprouve sa multiplicité, mais elle n'en construit pas forcément une représentation articulée ou construite. À partir du moment, dans le cas du Sinaï, la représentation se construit, c'est le peuple choisi. À partir, dans l'autre voie, telle que Béni l'oppose, celle du moment grec, ce serait aussi vrai pour le moment romain, il y a une représentation qui est celle d'un peuple, qui a un nom, des institutions qui se construisent. Ouais, cette multiplicité, euh, la multiplicité contemporaine, à mon avis, la multiplicité contemporaine a ceci de particulier, c'est que, ayant eu, partant d'un état où il y avait des représentations, la nation, par exemple, le type de représentation de la multiplicité, l'État en était une autre, ce qu'on appelle par exemple le modèle social français aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que aujourd'hui, le grand nombre a pris le pas sur toutes ces représentations. Je suis très frappé par la question, par la formule « nous sommes la majorité ». Dès qu'on dit majorité, il n'y a plus d'autre représentation que la représentation numérique. Et ça me paraît quelque chose qui est très caractéristique du monde contemporain. Et ça peut donner lieu à des sophismes. Je me rappelle, par exemple, à l'époque de Nixon, la notion de majorité silencieuse. Ça permettait de lui dire tout le monde a voté d'une certaine manière, mais il y a une majorité silencieuse. Et dans le discours de Trump, on retrouve cette même logique. Il y a ceux qui s'expriment, qu'on entend, qui parlent, etc. Mais ça compte pas. Ce qui compte, ce sont ceux qu'on n'entend pas. Et ça, c'est la logique du sondage. Autrement dit, le sondage, ce qui compte, ce n'est pas ceux qu'on interroge, c'est le fait que ceux qu'on interroge permettent de savoir ce que pensent ceux qu'on n'interroge pas. Et ça, c'est ça que j'appelle la logique du grand nombre, par opposition à la multiplicité, en quelque sorte initiale. Il y a Raphaël et... Raphaël déjà. Peut-être... Perso. Pour moi, c'est bon. Alors, j'ai une petite question. J'ai en fait une petite difficulté concernant la critique chez Benny de la vision politique du monde. Je m'interroge. D'un côté, vous dites qu'il affirme que la modernité politique, c'est universaliste, procède d'une sécularisation du christianisme et qu'elle tend d'une certaine manière à homogénéiser en niant l'irréductibilité du fait juif, aussi comme révélation, comme extériorité. D'un autre côté, c'est aussi la modernité politique qui rend possible l'émancipation des Juifs, par exemple, en 1791. Émancipation qui est rendue possible précisément parce qu'elle vient d'une conception universelle. J'imagine que Benny Lévy va aussi rejeter cette forme d'émancipation-là, précisément parce qu'elle est universelle. Mais du coup, ça voudrait dire que cette critique repose en fait sur une conception préalable, celle selon laquelle la modernité n'est pas bonne, même si elle émancipe les juifs, parce que justement c'est une perspective universaliste qui nie la vérité du non-juif et cette révélation. Et dans ce cas, j'y vois pas autre chose qu'une forme de conflit d'axiomes, avec une démonstration en fait
qui serait un peu autoréférentiel, qui consisterait à dire que la vérité est au Sinaï, et donc que comme la vision politique nie le Sinaï, la vision politique n'est pas bonne. Mais j'ai du mal à voir en quoi c'est une vision vraiment démontrée, qui n'est pas autre chose que quelque chose d'une certaine manière autoréférentiel. Il est évident que même la notion d'axiome ne vaut pas pour la manière dont Beni se réfère au Sinaï. C'est pas de l'ordre de l'axiome. Donc, parler de conflit d'axiomes n'a pas de sens. Alors, ça ne veut pas dire que votre question n'a pas de sens. Si je comprends bien, votre première phrase, ou en tout cas le début de votre intervention, la modernité a pu faire du bien aux Juifs. Chose comme ça. Je vais vous citer l'émancipation. Le problème, c'est que en politique, on n'a rien pour rien. Autrement dit, il y a un salaire de l'émancipation. Et c'est d'emblée. C'est d'emblée. Si vous prenez les textes qui ont été publiés chez Verdier, les textes de préparation du Grand Sanhédrin, il est fondamental que l'émancipation s'accompagne de la renonciation à un certain nombre de choses, en particulier l'usure, le prêt à usure. Et vous retrouvez ça d'ailleurs, pas exprimé sous la forme d'une exigence, mais pas sous la forme d'une exigence étatique dans le texte de Marx sur la question juive. C'est-à-dire que le talmudisme, qu'est-ce que le talmudisme? C'est-à-dire l'étude juive, co-appartient au prêt à usure. Ce qui veut dire que si le juif doit être affranchi ou émancipé, il faut qu'il s'émancipe d'abord lui-même. Et s'émanciper soi-même, c'est renoncer à cette co-appartenance. Bon, non seulement c'est pas comme chez Napoléon. Napoléon réclame qu'on abandonne l'usure, mais l'étude juive, il ne sait même pas ce que c'est. Tandis que Marx croit savoir ce que c'est. Il en a entendu parler comme Marx est né protestant, enfin ses parents s'étaient convertis. Donc il n'a pas lui-même pratiqué l'étude juive. Enfin, disons qu'il en avait une vague idée. Mais il considère qu'elle doit être abandonnée. C'est pourquoi ce n'est pas du tout une critique de la modernité en soi, simplement rappeler que la modernité est politique, en tant qu'elle est politique, obéit à la loi de la politique qui est que on n'accorde rien sans un retour. Et dans le cas de l'émancipation des Juifs, nous le savons très bien, c'est historique. Le salaire de l'émancipation, c'est l'intégration. Et la voie de l'intégration implique un certain nombre de renoncements.
Donc chez Béni Lévy, justement, le refus opposé à ces renoncements fait parfaitement écho au refus opposé à la politique. Je dirais, bien que ce ne soit pas une affaire de logique, que c'est parfaitement logique. Et il est évident que, de mon côté, c'est la question de l'existence continuée de l'étude juive qui m'amène à être méfiant à l'égard de la politique. Dans ce cas particulier. J'ai d'autres raisons plus larges concernant la politique, mais celle-là en particulier. C'est bon, je peux y aller? Oui, j'aurais une question sur le tout début du livre. Le fait aussi qu'il soit édité chez Grasset, et enfin Grasset-Verdier, mais chez Grasset, qu'il l'inscrive dans le souvenir de la génération dont il parle et clairement du moment des années 70. Il dit « Je ne suis pas loin de regretter les éclats de la nouvelle philosophie ». Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a eu une brèche dans le tout politique et une brèche positive et des propositions qui ont éventuellement ouvert un horizon positif qui serait alternatif à cette vision politique du monde et qui se serait refermé, et qu'en 2002, en publiant ce livre chez Grasset, il ressoutient d'une certaine façon. Est-ce que ça pourrait être quand même le propos positif de cette critique dont on a beaucoup parlé du sens négatif, mais est-ce que du coup, ma question c'est est-ce qu'il y a un sens positif derrière tout ça? La relation que vous établissez entre le Grasset, c'est-à-dire en fait la collection Figure, et le meurtre du pasteur, je ne la relierai pas, pour ma part, à la question de la nouvelle philosophie, mais plutôt au fait que Béni Lévy, que Bernard-Henri Lévy, je veux dire, a été de ceux qui ont participé à la création de l'Institut d'études lévinassiennes. Donc, je pense que c'est plutôt par là qu'il faut l'interpréter. Il y a eu un moment où la nouvelle philosophie et même l'arrivée de la gauche au pouvoir en 80 ont éveillé chez lui comme une sorte de sentiment que, après tout, peut-être que quelque chose de la politique pouvait être. Mais j'aurais tendance à penser que ce regret dont il fait état est quand même accompagné de quelques restrictions. Je ne suis pas loin de regretter. Bon, ça veut dire que malgré tout, quand on n'est pas loin, ça veut dire qu'on n'est pas dedans. On n'est pas... Et on peut ne pas être loin en s'en éloignant. Donc, je n'y accorderai pas une importance extrême
parce que le chemin qui a mené vers je reprends ma réponse. Quand on a été pris comme il l'a été par la politique, dans le meurtre du pasteur, il emploie cette formule, on se jette dans la politique. Et évidemment, c'est un souvenir de l'Alcibiade. Donc quand on a été saisi par la politique au point où il l'a été, s'en déprendre prend beaucoup plus de temps qu'on ne croit. Autrement dit, je ne suis pas sûr que, même au moment du meurtre du pasteur, la déprise soit complètement accomplie. Pour dire les choses autrement, Benny Lévy est mort avant d'opérer de parfaire un grand passage, qui est de quitter la langue française pour son enseignement et prendre l'hébreu. Je n'ai parlé avec lui et je lui disais, mais la langue française est profondément une langue politique. Elle l'est devenue, mais enfin, elle l'est restée. Elle est restée, à moins qu'elle se défasse elle-même, ce qui peut arriver. Je veux dire, quand j'entends certains politiques dire qu'ils ne savent pas dans quelle langue ils parlent, mais c'est certainement pas le français. C'est autre chose. Mais ce que je veux dire plus précisément, c'est en quittant le français je parle pour son enseignement, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas français dans sa famille, c'est une autre question. Mais quitter le français dans son enseignement et prendre l'hébreu, qui n'était absolument pas fait pour ça. Pas une langue d'enseignement, l'hébreu. Ça ne l'est pas encore. C'était un choix très important. Et à mon avis, ce choix, je l'ai moi perçu comme le véritable adieu à la politique. Parce que cet adieu est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile et beaucoup plus lent que ce... Et je répète, moi je n'ai pas été pris par la politique autant que, de la même manière que lui, et aussi intensément que lui. Pas du tout. Même pour moi, ça a été long et compliqué. Donc a fortiori pour lui. Et là, ça passait par un changement de langue, qui ne s'est pas complètement accompli parce que le hasard fait que la mort le prenne, mais qui aurait été, je pense, extrêmement important. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. J'ai 2 questions pour vous. D'abord, où est-ce que vous placez l'Amérique dans ce tableau de la modernité laïque, séculière, ce pays qui a toujours insisté sur les libertés religieuses, sur l'idéal de la communauté? Donc, quelle relation a l'Amérique avec le non-juif en comparaison avec l'Europe démocratique?
Et deuxième question, ça serait sur, est-ce que vous n'avez pas l'impression de parler d'un cadavre? En fait, étant donné qu'il y a une différence entre l'Europe démocratique de 1789 ou du début du XXe siècle avec les épopées coloniales, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que l'Europe va encore évangéliser? Est-ce que l'Europe va encore assimiler ses minorités ou traiter le non-juif? Voilà. Là, vous me demandez de parler de ce que je pense. Ce n'est pas la même chose que les différentes questions, que la plupart des questions qu'on m'a posées jusqu'à présent. La vision que les États-Unis ont de, appelons ça de la politique, pour aller vite, mais enfin je préciserai, a rien à voir avec la manière dont, là je ne parle pas de l'Europe, en général je parle de la France. Je vais prendre une voie d'entrée assez simple. Le sujet politique, je veux dire le sujet au sens individualisé du terme, le sujet politique, pour un Français qui réfléchit à ces choses, je veux dire, on l'atteint en l'épurant, en quelque sorte, en l'exfiltrant des communautés auxquelles il appartient. Que ce soit la famille, que ce soit le groupe religieux, que ce soit le lieu de naissance, etc. Donc, le citoyen accompli en quelque sorte, on l'atteint en le détachant des communautés auxquelles il appartient. Aux États-Unis, le sujet politique, on l'atteint en le rapportant à ce que j'appelle sa communauté proximale. Autrement dit, il faut qu'il puisse dire s'il appartient à une communauté, laquelle, et s'il en respecte les règles. Et chaque communauté a le droit d'avoir ses propres règles. Donc la liberté individuelle, c'est la liberté de l'individu dans sa communauté proximale. Et tout le problème, enfin toute la question, c'est par exemple la lutte pour les droits civiques des Noirs, c'est que les Noirs ont réclamé en réalité d'être reconnus comme une communauté. Et en tant que communauté, jouir des mêmes droits que n'importe quelle autre communauté. Mais le même raisonnement est apparu pour les gays, etc. Ce qui fait que, par exemple, aux États-Unis, trouver le nom d'une communauté est un moment capital. Quand tout le monde savait, si j'ose dire, vous comprenez ce que je veux dire, tout le monde savait qu'il y avait des cas de dysphorie de genre. Mais créer le mot trans, ça change la donne, parce que ça veut dire qu'il y a une communauté. En tant que communauté, elle a des droits, et qu'elle a des règles internes. Et celui ou celle, ou peu importe, le membre de la communauté trans qui ne respecte pas les règles de la communauté trans se trouvera hors communauté. Et hors communauté, ça veut dire sans droit aux États-Unis. En France, pas du tout. Donc,
voyez bien que l'abord de la politique sur ce que j'appellerais l'atome de la politique, c'est-à-dire le citoyen, pour aller vite, appelons ça le citoyen, l'atome de la politique, autrement dit, l'individu qui a un corps, qui a des droits, qui naît, qui meurt, etc. L'abord de l'atome de la politique est défini de manière totalement différente. C'est ce qui fait que la notion de démocratie n'a absolument pas le même sens. Que la notion de liberté religieuse n'a absolument pas le même sens. Puisque aux États-Unis, ce qu'on appelle liberté religieuse, ce sont des droits accordés à des communautés religieuses. On raconte une histoire que je trouve très caractéristique. Le grand cinéaste John Ford était très, très attaché aux libertés. Et il avait dit à ses amis, je voudrais construire un domaine dans lequel il y aurait, pour tous mes amis, une église pour chacune de leurs croyances. Il y aurait une église pour les juifs, il y aurait une église pour les catholiques, etc. Puis, son interlocuteur lui dit, mais moi, je n'ai pas de religion. Et Ford réfléchit et dit, on va construire une église pour ceux qui n'ont pas de religion. Mais c'est très caractéristique. Il faut une communauté. Donc, vous voyez bien que la question de la vision politique du monde ne peut pas se poser dans les mêmes termes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le cas des États-Unis actuellement, mais ce serait très intéressant. Maintenant, on me posait la question de savoir si l'Europe, et en particulier la France, continue de... Ouais, paradoxalement, ce qu'on a appelé l'Occident, après 1945, qui a fondé l'ONU, etc. L'Occident, bien entendu, ce sont des espaces, ce sont des puissances. Il y a la très grande puissance, les États-Unis, il y a les puissances de second rang, la Grande-Bretagne, de troisième rang, la France, et puis il y a l'Allemagne, enfin bon, il y a les anciens les dominions britanniques, etc., etc. Donc ce sont des territoires qui ont des statuts très différents. Dominion britannique, bon, c'est toujours le roi d'Angleterre qui est nominalement le symbole, en quelque sorte. Pour les États-Unis, ils ont fait la révolution en 1776 pour, justement, ne pas avoir le roi d'Angleterre. Et pourtant, c'est le même Occident, enfin, c'est l'Occident. Alors on a résolu le problème en disant, oui, mais nous sommes d'accord sur les valeurs. Les valeurs, vous les trouver dans la charte de l'ONU. Pas par hasard, puisque l'ONU a été l'expression de l'Occident au moment de sa création. Aujourd'hui, les États-Unis, la charte de l'ONU, rien du tout. Ça ne compte absolument pas. Pour le président Trump, les valeurs qui sont énumérées dans la charte de l'ONU ne comptent absolument pas. Il se bat contre elles, en fait. En réalité, il se bat contre la démocratie, il se bat contre les libertés individuelles, etc., etc. Bon. Ce qui fait que, paradoxalement, c'est l'Europe, essentiellement l'Europe continentale, qui se présente comme l'espèce de moignon de l'Occident. Il n'y a plus d'Occident pour les États-Unis. America First, ça veut dire America et pas Occident. Donc,
c'est une déclaration anti-occidentale, alors que les Européens sont là à dire « mais les valeurs de l'Occident, c'est nous ». C'est nous. Mais avec quoi? Avec quel numéro de téléphone? Quelle armée? Quelle langue? Est-ce qu'on peut croire que les Allemands conçoivent les libertés civiles de la même manière que les Français ou que les Italiens? Ça n'est pas vrai. Donc, je n'emploierai pas le mot de cadavre, parce que c'est trop... Ça sent trop fort, disons. Disons, mannequin. Eh bien, on est bientôt l'heure. Et s'il y a une dernière question? Bonsoir, merci. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions qui ont tourné autour de cette même question, donc je me permets de la prolonger. Ce discours et cette réflexion de Benny Lévy quand il oppose deux chemins, une fois qu'on a la multiplicité, un chemin vers finalement la politique au sens grec et un chemin vers le Sinaï, c'est l'opposition que les Juifs ont toujours théorisée entre eux et les Grecs. Et je me demande si dans Le Meurtre du Pasteur ou dans votre pensée, on peut trouver une autre voie qui soit à la fois pas la voie judéo-juive, parce qu'elle pourrait être une voie qui serait empruntée par des non-juifs, mais pas la voie idolâtre. C'est une question que je me suis posée souvent. Pour Benny Lévy, non, il n'y avait pas d'autre voie. Mais j'aime bien la manière dont vous résumez votre question. Une autre voie qui ne soit pas une voie idolâtre. Je me suis souvent posé cette question. Et je suis plus... Comment dire? J'en doute plus aujourd'hui que je n'en ai douté précédemment. Un peu pour les raisons que je viens d'exprimer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que on voit très bien que des pays qui visent la toute-puissance politique n'appartiennent plus à l'Occident, justement, pour reprendre ça. Prenez la Chine, prenez la Russie, cherche la toute-puissance, mais la trouve ailleurs, on la trouve autrement. Les États-Unis aussi. Donc il reste quoi? Donc voilà, je peux répondre que de manière négative. Une dernière question. C'est la dernière. Est-ce que ça va arriver? Et tout... Simplement sur votre réponse d'avant, j'aurais aimé savoir, est-ce que la différence que vous faites entre les États-Unis, dont le rapport à la politique est communautaire ou ethnique, et en France où c'est individuel, est-ce qu'on peut lier ça au fait qu'en France, ce soit une république, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons?
Et est-ce qu'il n'y a pas en France, en début, ou est-ce que ce serait déjà le cas, une appartenance politique qui remplacerait celle ethnique? Par exemple, l'extrême droite se sentirait d'abord appartenant à un courant d'extrême droite, ceux de gauche se sentent d'abord des membres de gauche, et que le rapport à la politique passerait par des catégories aussi, et donc ne serait pas individuel, mais des catégories politiques au lieu de ethniques. Je crois que c'est tout. Je pense que vous avez raison sur un point fondamental même, qui est que ce que j'ai décrit comme conception de l'atome politique reste présent dans, si j'ose dire, dans les textes. Si vous prenez la Constitution, le Code civil, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, ça reste fondé là-dessus. Dans les pays anglo-saxons, vous avez raison, l'approche britannique, anglaise en réalité, pas britannique, anglaise, au sens étroit du terme, l'a emporté très, très clairement. Mais enfin, les États-Unis sont une république, malgré tout. Donc c'est une république qui n'a pas la même conception de ce qu'est une république que la France. Mais de façon globale, on le voit très bien en France, l'approche, on parle de communautarisme, on n'a pas tort, mais ça existe. Mais l'approche en termes de communauté ayant des droits par le biais de la communauté et non pas par les droits des individus qui la composent, c'est une approche qui s'impose de plus en plus. Alors vous parlez de droite et de gauche, et bien justement, ce ne sont pas des communautés au sens c'est-à-dire qu'on si vous voulez, quand quelqu'un vous dit « je suis de gauche », d'abord, généralement, personne ne vous dit « je suis de droite ». Ça arrive, mais quand quelqu'un vous dit « je suis de gauche », vous ne pouvez littéralement pas conclure de cette déclaration ce qu'il pense réellement. Dire qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il faut faire, je ne sais pas moi, sur la pauvreté, alors, vous pouvez prédire qu'il y a des... à un moment donné, aujourd'hui, enfin dans la période présente, qu'il y a des référents qui sont presque obligatoires, donc, je ne sais pas moi... faire payer les riches, mais je ne suis pas riche, moi. Donc, vous voyez, je pense à cet exemple parce que faire payer les riches, ça fait de l'unanimité à gauche. Mais si vous posez la question à quelqu'un de votre entourage qui vous dit ça, 9 fois sur 10, la réponse, c'est moi, je ne suis pas riche. Quelqu'un qui, en gros, en effet d'expérience, gagne à peu près 2 fois ce que je gagne. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec l'appartenance à une communauté, au sens états-unien du terme. Parce que les règles de l'appartenance à la communauté sont d'une clarté absolue. Vous pouvez être certain que si quelqu'un dit « je suis trans »,
ça entraîne un certain nombre de conséquences dans le comportement, dans le langage, mais qui font partie des règles d'appartenance à la communauté. Mais dire « je suis de gauche », ça n'entraîne aucune conséquence de ce type. Les gens parlent comme ils veulent, je veux dire, leur langue. C'est que, par exemple, Robert Ménard essaie de se donner une image populiste en multipliant les grossièretés. Donc je lui dis, mais pourquoi vous parlez comme ça? Il dit, je parle comme tout le monde. Non, il parle comme personne, il parle comme il est le seul à parler. Mais bon. Puis si vous demandez, par exemple, je ne sais pas, si vous demandez à Mélenchon, est-ce que vous êtes de gauche, il vous répondra oui. Mais la manière dont il parle n'a absolument rien à voir avec la manière dont parle, mettons, quelqu'un comme Sandrine Rousseau. C'est pas du tout le même. Donc il n'y a pas. Ce que je veux dire, je pourrais entrer dans des anecdotes, c'est pas le problème. Ce ne sont pas des communautés. Là où vous trouvez des communautés, vraiment, ça devient beaucoup la famille. Beaucoup la famille. Et pas du tout dans la bourgeoisie conservatrice. C'est au contraire, je pense, quelque chose qui se développe dans les couches populaires. Donc voilà, ce que Diruy a décrit, la France périphérique, est en train de construire la France périphérique, comme elle n'appartient pas au centre, justement, elle est en train de construire des systèmes de communautés qui sont tout à fait originaux et nouveaux. C'est en train de se passer. Donc, c'est vrai, vous avez raison. La notion d'atome, telle que j'ai décrite, n'a plus du tout le monopole de la physique politique. Très bien, merci beaucoup. Merci encore pour cette intervention. Merci d'être revenu à l'École normale supérieure, puisque vous êtes un ancien élève. Et j'ai tout fait pour vous accueillir justement dans les lieux historiques de l'école, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs campus. Et je tenais quand même à vous accueillir dans l'aquarium, comme vous le dites.